messieurs, bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Ce soir, nous nous intéressons à l'économie sociale et familiale. Certains d'entre vous ont reçu ce cours au secondaire. D'autres ont même eu la chance d'être enseignés par Mariamé Ouattara, notre femme de valeur de la semaine. Mariamé Ouattara est conseillère en économie sociale et familiale. Elle est par ailleurs experte en genre et développement. Très engagée pour le social et la cause de la femme, elle a travaillé dans plusieurs services publics et privés. Aujourd'hui à la retraite, elle a accepté de partager l'histoire de sa vie avec nous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici en sa compagnie. Bonsoir. Bonsoir Madame Kéré. Bienvenue. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons marquer un arrêt pour vous permettre de suivre le portrait de notre invité du jour avec Sékou Zongo. Une vie entièrement dédiée au social. Mariamé Ouattara, conseillère en économie sociale et familiale, est à la retraite depuis 2018. Sa carrière professionnelle, le bien-être de la famille burkinabé et l'épanouissement des jeunes et des femmes, surtout en milieu rural. Dans les années 90, notre invité enseignait l'économie sociale et familiale au lycée municipal de Bobo-Dioulasso. Elle se souvient encore des moments passés aux côtés des élèves, aujourd'hui devenus adultes. Mariamé Ouattara est aussi experte en genre et développement. À ce titre, elle a occupé le poste de chargée des questions de genre au ministère de l'économie et du développement du Burkina. Bien avant ce poste, elle a été la directrice des affaires juridiques et l'habilitation de la femme du ministère de la promotion de la femme. Notre femme de valeur de la semaine a également occupé plusieurs postes tant dans le privé que dans le public. Militante très active de la société civile, Mariamé Ouattara est médiatrice pour la paix et le dialogue social, membre fondateur du Centre pour la gouvernance démocratique CGD, membre fondateur du réseau régional des femmes africaines économistes et membre du club Toastmaster Ouaga Forum. C'est donc une femme à la carrière bien remplie qui s'est convertie en consultante indépendante après 35 ans au service de la nation. Elle est mère de 2 enfants. Mariamé Ouattara, conseillère en économie sociale et familiale. Oui. Que referme cette notion économie sociale et familiale? Merci Madame Kéré. L'économie sociale et familiale est une branche des sciences sociales. Alors la formation se fait après le bac. Durant 2 ans, on a un BTS et ensuite pour devenir conseillère, on fait une année de spécialisation. Alors nous sommes des travailleurs sociaux qui nous essayons de travailler pour éviter l'exclusion sociale, prévenir l'exclusion sociale. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'individu, le couple, la famille, la communauté, des groupes qui sont peut-être menacés par une issue qui peut les amener à être à la marge de la société. Donc nous devons les accompagner à exprimer leur citoyenneté pleine et aussi à conjuguer les efforts ensemble, c'est-à-dire une sorte de cohésion entre eux pour pouvoir vivre dans l'harmonie. Voilà le fond de l'économie sociale et familiale. Vous êtes aussi experte en genre et développement. Est-ce le même dévouement pour le social qui a guidé vos pas vers cette discipline? On peut le dire parce que déjà en luttant contre l'injustice sociale à travers ma formation de base, l'approche genre et développement a été comme une opportunité que je devais saisir quand j'ai eu l'occasion de me former pour parfaire, si vous voulez. Parce que j'ai enseigné l'économie sociale et familiale au lycée municipal de Bobo pendant 6 ans. Et après ça, quand j'ai eu l'opportunité de me former en genre et développement, j'ai vu une forte corrélation. Et comme cette approche est une approche de développement qu'il faut diffuser, vulgariser et partager avec beaucoup de personnes, tout de suite, je suis partie avec. Et donc, au fil du temps, je me suis spécialisée jusqu'à devenir expert aujourd'hui, avec un peu de modestie quand même, reconnu au niveau du Burkina et en dehors du Burkina. Vous l'avez dit, vous avez enseigné l'économie sociale et familiale à Bobo-Dioulasso. C'était en 1986 que vous avez débuté. Voilà, que retenez-vous de ces moments de votre carrière professionnelle? C'était un moment fantastique parce que c'était la première fois, je n'avais jamais travaillé. Je venais de finir juste le SNP, Service national populaire, et on m'a affecté au lycée municipal de Bobo. J'avais 3 classes de 6e, 3 classes de 5e et 3 classes de 4e, à raison de 60 élèves par classe. Vous voyez ce que ça faisait? C'était énorme. Et il fallait donc leur enseigner l'économie sociale et familiale, c'est-à-dire leur faire comprendre ce que c'est,
et comment ça peut les aider dans leur vie. Parce qu'on aborde l'éducation à la vie familiale, l'éducation sexuelle, comment même en tant que citoyen, on doit participer au développement de son pays et aussi aider son prochain. Il y a un peu de philosophie, un peu de religion même dedans, j'allais dire. Et ce fut des périodes fantastiques pour moi. Parce qu'aujourd'hui, quand je rencontre certains élèves, ils me disent « Madame, maintenant que nous sommes mariés, nous avons sorti vos cahiers pour nous en inspirer et gérer notre famille. » Ah, ça, c'est une grande satisfaction. Voilà. Donc, c'était des années merveilleuses. Et malheureusement, ce qui m'a pincé le cœur un peu, qui est un peu le bémol là-dessus, ces cours étaient donnés jusqu'en 4e seulement, même pas en 3e. Ne parlons pas du second cycle. Ça fait que ce n'était pas à l'examen du BPC et on s'arrêtait juste en 4e. Les élèves l'ont déploré, nous-mêmes les enseignantes, nous l'avons déploré, mais rien n'a changé. Et comme on ne forme plus les enseignants en économie sociale et familiale, c'est en train d'être estompé. Donc nous sommes en train de nous battre pour voir comment on peut créer ici une école de formation des enseignants en économie sociale et familiale. Parce que c'est tout un ensemble qui nous permet d'organiser notre vie en famille, dans la communauté, dans le service, partout où on passe, qu'on puisse être tout le temps en contact avec les gens, qu'on crée les conditions pour collaborer. Et moi, je trouve ça fantastique. Donc c'est un tout, quoi. C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer. En même temps, je profite de votre antenne et votre caméra pour dire que nous, les enseignantes à la retraite ou celles qui sont encore en activité, nous sommes en train de nous organiser. Bientôt, on va aller vers les autorités pour demander, avec l'appui de ceux qui ont bénéficié de cet enseignement, ce seraient nos alliés. Ils vont nous soutenir, jeunes filles comme jeunes garçons qui sont aujourd'hui des mères et des pères. Ils vont nous soutenir dans notre combat, dans notre plaidoyer et j'espère que ça va aboutir. Et vous parlez toujours d'enseignantes. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'hommes qui enseignent cette matière? Malheureusement, jusque-là, on n'a pas vu de conseiller en économie sociale et familiale. Je crois que c'est la tache noire sur la branche. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que des femmes, au niveau du Burkina en tout cas, je n'ai pas vu un homme qui a fait cette formation. Pourtant, il y a des assistants sociaux et des assistantes sociales. Nous faisons tronc commun en première année. Et après, on se divise, chacun va dans sa spécialisation. Il n'y a pas d'hommes. Et peut-être quand on va ouvrir l'école ici, nous allons pouvoir former des hommes. On va les inciter à venir. Surtout ceux qui ont trouvé une valeur ajoutée dans la matière, on pourra les inciter à venir ou bien à envoyer leurs enfants pour faire la formation. C'est sûr, ils répondront présents. Ah, j'espère bien. Hein. On va travailler dans ce sens. Oui. Voilà, vous êtes aussi experte en genre et développement. Voilà, une autre attraction liée à votre dévouement pour le bien-être d'autrui et pour le vivre ensemble, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. L'approche genre et développement, disons, est une approche de développement, comme on dit, qui dit que la variable sexe est une variable qui souvent crée beaucoup d'inégalités au détriment de l'un ou de l'autre. Et dans notre contexte burkinabé et généralement africain, marqué par le patriarcat, c'est-à-dire la suprématie de l'homme sur la femme, c'est la femme qui subit plus ces inégalités. Donc l'approche genre et développement dit qu'il ne faut jamais planifier une intervention de développement sans interroger quel est l'impact de ces inégalités basées sur le sexe, sur les interventions qu'on veut faire. Parce que souvent, si l'inégalité est très forte, la personne qui en est frappée ne participe pas, ne bénéficie pas des fruits du développement. Donc, il faut toujours interroger les réalités de la localité et chercher à voir comment hommes et femmes peuvent se donner la main pour construire ensemble. Je profite de l'opportunité que vous me donnez pour essayer de recadrer un peu parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou de sens biaisé qu'on donne à l'approche genre et développement comme étant une approche féministe qui veut combattre les hommes pour mettre les femmes au pouvoir. Non. La conception de base vient du fait que les approches précédentes, promotion de la femme, émancipation de la femme, femme et développement, n'ont pas permis aux femmes d'occuper les places qui leur revenaient pour contribuer au développement avec les hommes. Donc en tirant leçon de tout ça, les Nations Unies ont proposé qu'on définisse une approche où l'homme et la femme vont être pris en compte. Parce que dans notre contexte social, patriarcal, toute femme a une certaine autorité masculine sur elle, ne serait-ce que son père. Ensuite, il y a le frère, il y a le mari, il y a le fils. En tout cas, toutes les femmes ont une certaine autorité masculine. Alors si on prend la femme seule, on lui donne des moyens, on la forme, sans tenir compte de l'impact de cette autorité, on échoue. Voilà pourquoi l'approche genre et développement est née, pour dire
à chaque fois qu'on veut faire participer hommes et femmes, ce qui est normal parce que les deux sont des citoyens, il faut interroger chaque fois quel est l'impact de l'autorité masculine ou des différentes autorités masculines sur la femme. Parce qu'elle peut avoir plusieurs autorités sur elle. Et analyser avec elle et ceux qui exercent l'autorité, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour que tout le monde participe et tout le monde tire bénéfice de sa participation. Voilà le fond de l'approche genre et développement. Donc il n'y a pas de sexisme. C'est de là qu'intervient la notion de quota. Oui, genre. Quota genre, oui. Le quota genre n'est pas égal à quota femme. Attention, parce que j'entends aussi souvent les gens dire « oui, le quota genre n'a pas bénéficié aux femmes ». Quand on dit genre en grammaire, c'est masculin ou féminin. Donc c'est les deux sexes, enfin, naturels que nous connaissons. Donc, si on parle de quota genre, c'est de dire dans une situation donnée, le sexe le plus absent doit bénéficier d'une représentation d'au moins 30%. Parce qu'on estime que quand un groupe est représenté au moins à 30%, ça constitue une assez bonne force pour influencer les décisions. Voilà le sens du quota genre. Mais comme dans notre contexte, c'est les femmes qui sont plus absentes, notamment dans la sphère politique. Oui. Donc les gens ont vite fait de confondre quota genre et quota femme. Vous voyez? Sinon, c'est une mesure en faveur de l'un ou l'autre sexe, le sexe le moins représenté. Et beaucoup parlent de discrimination. Oui, et on ajoute même positive. Oui. Moi, je dis une discrimination ne peut pas être positive puisqu'elle contient déjà, le mot contient en lui-même quelque chose de négatif. Discriminer quelqu'un, c'est le mettre à part, l'exclure. Comment on peut rendre ça positif? Ce n'est pas possible. Donc, justement, c'est des questions de quotas femmes ou bien de mesures spécifiques pour les femmes pour réduire le fossé entre les hommes et les femmes. Ça peut être aussi un quota homme, dans le cas où c'est toutes les femmes, il n'y a que des femmes qui sont prises en compte et qu'il n'y a pas d'hommes. On peut faire un quota d'hommes. Mais pour le moment au Burkina, dans toutes les sphères, c'est les femmes qui sont un peu en arrière, sinon plus, et il faut essayer de réduire le fossé. Il faut toujours se poser la question, quel est le sexe qui est brimé dans telle ou telle situation? Et l'intervention que nous voulons faire, à quoi ça peut réduire cette brimade-là pour que les deux se donnent la main? Parce que la finalité de l'approche genre et développement, c'est de créer de l'harmonie, de l'entente entre les deux sexes. Ce n'est pas pour que l'un monte sur l'autre, l'un écrase l'autre, non. C'est pour qu'il y ait l'harmonie, la complémentarité et la bonne collaboration. Voilà, Mariamé Ouattara, vous êtes membre fondateur du Centre pour la gouvernance démocratique. Oui. Vous êtes aussi médiateur pour la paix et vous ne cessez de rappeler la nécessité du social au-delà de l'économie. Que faut-il comprendre par là? Oui, parce que l'économie sans la dimension sociale n'a pas de sens. Parce que chaque fois on parle de croissance économique, quel est l'impact sur le social? Si la croissance économique se limite à des chiffres, et que dans la société, ces chiffres-là ne se traduisent pas en amélioration des conditions de vie, en réduction des inégalités de toute nature. Moi, l'approche genre et développement s'intéresse aux inégalités basées sur le sexe. Mais il y a les inégalités sociales, il y a les inégalités d'éthique, il y a les inégalités économiques. Toutes ces inégalités-là, tant qu'elles ne sont pas réduites grâce à la croissance économique, bon, l'économie pure et dure comme ça n'a pas tellement de sens. Voilà. Donc nous nous battons pour que quand on travaille à ce que l'économie ait une croissance, qu'on ressente ça dans les relations sociales, dans les relations entre les groupes, les régions, etc., etc. Vous êtes aussi experte en analyse pauvres et groupes défavorisés. Oui. Vous avez d'ailleurs travaillé aux côtés de plusieurs services publics et privés, comme je l'ai dit plus haut, oui, en faveur des femmes en milieu rural. Oui, exactement. Mais vous l'avez dit, on parle toujours pour ces femmes. Oui. Et pourtant, il faut leur donner la parole pour qu'elles expriment leurs propositions. Exactement, Madame Kéré. Parce que les femmes rurales sont aussi des agents de développement. Leur donner la parole permet de savoir qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles savent faire, qu'est-ce qu'elles savent influencer et quelles sont leurs aspirations. Mais très souvent, dans les grandes conférences, dans les grands forats, nous parlons à leur place. Très peu font participer les femmes et souvent quand les femmes rurales sont dans la salle, on les met juste pour applaudir, pour faire les photos, mais on ne leur donne pas la parole. Vraiment, j'ai eu la chance de travailler dans 2 grands projets au profit des femmes rurales et c'est ça qui me réconforte, qu'il faut toujours leur donner de la place. Et moi, je pense même que votre émission là pourrait s'intéresser à une femme rurale battante qui peut venir témoigner sur ce qu'elle a fait dans son parcours pour changer la vie
pour elle, pour sa famille et pour sa communauté. Elles en ont. Elles ont des savoirs, elles savent planifier, elles savent diagnostiquer, elles savent planifier, elles savent exécuter, elles savent suivre avec des indicateurs précis. Même si ce n'est pas dans le langage que nous avons appris à l'école, elles ont les instruments qu'il faut valoriser. Et moi, c'est mon combat. Et ce sont des agents de développement, comme je l'ai dit, qu'il faut prendre en compte. Plus on va les écouter, je vous assure, plus les choses vont aller mieux parce que le Burkina est fortement rural. 80 à 90% rural. Voilà. Sous Thomas Sankara, paix à son âme, quand on a élaboré la première mouture, la polygamie était supprimée. L'option unique était la monogamie parce que le président Sankara était convaincu que la polygamie est une violence à l'égard des femmes. Heureusement, les experts de l'époque ont dit non, il faut recueillir l'avis des différentes couches de femmes. La femme burkinabé est plurielle, ce n'est pas les femmes en ville seulement. Oui. Donc quand on a présenté la version, le draft dans les différentes régions, les femmes rurales ont réclamé l'instauration de la polygamie en disant que c'est quand sa coépouse est de tour qu'elle se repose. Voilà pourquoi la polygamie est devenue une option dans le corps des personnes de la famille. Et deuxièmement, c'est elles qui nous nourrissent. Elles nourrissent le pays. La FAO a dit que les femmes rurales nourrissent le monde. Et elles contribuent énormément au développement socio-économique. Oui, exactement. Si elles ne sont pas dans l'agriculture, elles sont dans le maraîchage, ou les deux en même temps. Elles sont dans la transformation des produits forestiers non ligneux, des produits agricoles. Elles sont dans la commercialisation, tout en s'occupant de la famille. Attendez. Elles ont leur mot à dire. Ah oui, elles ont leur mot à dire, il faut les valoriser. Voilà. Vous êtes, Madame Ouattara, aussi très engagée pour la cause de la jeune fille et vous luttez activement contre la pratique de l'excision. Vous avez d'ailleurs été secrétaire permanent du Comité national de lutte contre cette pratique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé en faveur de l'abandon de cette pratique? Heureusement, grâce à la lutte menée, et j'en profite pour féliciter Madame Mariam Lamzana, qui a été vraiment une pionnière, une grande combattante et qui continue de se battre à cet âge-là encore pour l'éradication de l'excision. Je vous assure, les mentalités ont évolué. Je sais que les générations futures, dans les générations à venir, là, beaucoup ne vont pas exciser leurs filles parce qu'ils ont compris le message. C'est très dangereux, ça n'apporte rien du tout d'intéressant à la femme ni au couple. Donc, par exemple, nos enfants et nos arrière-enfants, petits-enfants, ne vont jamais exciser leurs enfants. Mais c'est lent, on ne peut pas attendre tout ça. Il faut booster, il faut bousculer. Voilà pourquoi on fait des sensibilisations, on fait la répression. Et nous avons été l'un des premiers pays à adopter la loi qui réprime la pratique de l'excision. Ils sont punis par cette loi. Donc, il faut qu'on continue le travail parce qu'un changement qui s'impose peut ne pas venir en temps voulu. Mais un changement planifié et réalisé par les acteurs est un bon changement. Et moi, je crois que oui, les mentalités ont évolué. Vous êtes à la retraite depuis 2018, sans l'être en réalité, puisque vous vous êtes convertie en consultante indépendante. Oui, c'est juste. C'est juste parce que pendant que je travaillais dans les services publics, là, j'ai eu des opportunités de consultation qui m'ont forgé et qui m'ont donné des relations qui aujourd'hui me sollicitent. Et j'y réponds avec plaisir. Voilà, ça m'occupe aussi parce que la retraite de la fonction publique n'est pas égale au repos total qui crée la dégénérescence. Parce que si on se repose trop, on ne fait rien du tout, on se détruit doucement. Donc moi, j'essaye de maintenir le cap tant qu'il y a des opportunités. Vous ne partagez donc pas l'avis de ceux qui pensent que la retraite est faite pour se reposer? Oui, il faut savoir ménager. Il ne faut pas faire le repos uniquement. Voilà. Même si c'est du jardinage qu'on va faire, on va faire des activités sociales, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas manger, dormir, ce n'est pas bon pour la santé. Je crois que les médecins pourront confirmer. Oui, il faut maintenir quand même certaines activités. Oui. Avec du recul, quel est votre regard sur le volet social dans le quotidien des Burkinabés? De nos jours, oui, il y a eu une régression parce que, on peut mettre ça déjà sur le compte du coronavirus qui a amené une perturbation. Mais déjà depuis quelques années, notamment dans les grandes villes, on se rend compte que les gens courent beaucoup derrière le matériel et oublient un peu le social.
La preuve est que souvent, quand il y a des événements sociaux, vous informez certaines personnes, on vous fait des transferts Orange Money pour contribuer à la cérémonie au lieu que la personne se présente. Pourtant, c'est la présence là qui est quand même intéressante du moins. Et bon, il y a toujours un fonds qui existe. Il ne faut pas qu'on perde ce fonds-là, justement. Il faut qu'on travaille. À une certaine génération, ça va, mais nos enfants semblent ne pas trop s'accrocher à cela. Il faut que chaque parent travaille à cela pour que les enfants continuent à maintenir le lien social. On ne se rend plus tellement visite, c'est les SMS, c'est les appels. Et ça fait la distance entre les individus et les parents. Que faut-il faire pour que les enfants s'intéressent à ce lien social? Il faut les impliquer. Quand il y a un baptême, il y a un mariage, il y a même un cas malheureux, il faut les amener à participer et aller présenter leurs félicitations ou leur compassion aux jeunes qui sont de la famille. Ah oui, moi je pense qu'il faut les amener à le faire et petit à petit ils vont comprendre. Et leur dire c'est vrai, le SMS c'est bon, les réseaux sociaux c'est bon, mais de temps en temps physiquement il faut se déplacer. C'est vrai que les distances sont là, mais le social normalement ne devrait pas avoir de barrière. Si on veut la cohésion et le bon vivre ensemble, il ne devrait pas avoir de barrière. Qu'avez-vous à dire à ceux qui mettent au devant de la scène les finances en lieu et place du social? C'est dommage parce qu'actuellement nous sommes depuis une vingtaine d'années, nous sommes dans un monde monétarisé, matérialisé et ça fait que tant que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de considération. Et c'est très dommage justement. L'impact immédiat, c'est la dislocation des relations sociales parce que le pauvre n'a plus de voix, le riche se permet tout et du coup, on n'est plus dans la même ambiance ou dans la même lancée de construction sociale, de cohésion sociale et de solidarité. J'allais dire, l'amour entre prochains se mesure aujourd'hui par les billets de banque. Quel billet de banque tu me donnes? Si je donne 5 000 par rapport à celui qui a donné 10 000, on a tendance à dire que celui qui donne 10 000 considère plus, alors que ce n'est pas vrai. Donc il faut qu'on travaille à revenir. L'argent, c'est un moyen. Ça ne doit pas être une fin en soi. On doit pouvoir l'utiliser pour justement bâtir les relations sociales, bâtir des ponts entre nous et non utiliser pour dominer, pour écraser, pour attacher les gens à soi. Non, l'argent doit être simplement un moyen. La sensibilisation doit commencer au niveau familial. Ah, bien sûr, faire comprendre aux enfants que l'argent permet de vivre, mais que le tout n'est pas l'argent. Tout ne se passe, tout ne s'achète pas. L'affection, l'entente, la camaraderie, la bonne amitié, les bons liens sociaux, ça ne s'achète pas. Parce que vous avez beau donner l'argent, si vous avez un sale caractère, on vous le dira un jour. Les gens se tairont sur votre argent parce qu'ils prendront l'argent, ils se tairont sur votre caractère, mais tôt ou tard, ils le révéleront en disant que bon, c'est vrai, il nous aide, mais il n'est pas bon. Et ça, il faut éduquer les enfants dans ce sens. Et souvent, ne pas leur permettre tout, d'avoir tout matériellement. Ce n'est pas ça le bonheur pour un enfant. Lui montrer que parfois, on peut t'offrir, mais tu ne l'auras pas autant que tu veux. Ça sera au temps voulu. Parce que quand on permet trop à l'enfant d'avoir tout, finalement, on ne le contrôle plus. Et nous souhaitons votre dernier mot à l'attention des parents, justement, dans le sens de l'éducation des enfants. Il faut qu'on se ressaisisse. C'est vrai, ce que nous avons vécu comme condition sociale, nous voulons plus pour nos enfants. C'est tout à fait normal. Mais ça doit être cadré, organisé et balisé. Montrer à l'enfant que quand je crée ces conditions meilleures à celles que moi j'ai connues, c'est pour que tu te battes davantage, que tu puisses t'organiser pour avoir pour toi. Il ne faudra pas voir ce que les parents ont réalisé comme un acquis qui te permettent d'être fainéant, à ne rien entreprendre pour dire j'ai tout déjà, papa et maman ont tout prévu pour moi, donc je ne fais rien. Ce n'est pas bon. Il faut que les parents se ressaisissent et s'organisent pour amener les enfants à être des vrais citoyens et citoyennes, à se battre et à construire pour eux. Voilà, moi c'est ce que... Et que les enfants laissent un peu les réseaux sociaux et écoutent les parents. Et j'espère qu'ils ont bien entendu. J'espère bien. On va s'arrêter là, Madame Ouattara. Ok, merci Madame Kéré. On a pris du plaisir à vous écouter. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bonne suite à votre émission. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Madame, Monsieur, c'est une carrière bien remplie et une vie qui inspire, car basée sur la recherche du bonheur d'autrui. Toute la vie de Madame Mariamé Ouattara est orientée vers la promotion des valeurs sociales.
Ces valeurs qui feront des jeunes des citoyens de demain et des femmes des citoyennes qui vont contribuer effectivement à la construction du pays et qui vont profiter équitablement des fruits du développement. Madame Mariamé Ouattara rêve voir des familles solides, socle d'une nation prospère. Des femmes comme Mariamé Ouattara, le Burkina en compte beaucoup. Et c'est l'une d'elles que nous allons recevoir la semaine prochaine à Femmes de Valeur. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester fidèle au programme de la RTB. Bonsoir.